On va parler du deuil de la mélancolie aux éditions Robert Laffont, mais d'abord, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire cette lettre d'une telle manière au président de la République? J'adore, ça fait 3 ou 4 fois qu'on me pose la même question. Il va falloir m'envoyer faire une expertise psychiatrique comme Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on criminalise aujourd'hui la liberté d'expression. Il y a quelque temps, tout le monde était Charlie. Et si un philosophe dit, tiens, reprenons la vieille tradition satirique pour dire un certain nombre de choses, on dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous prend? C'est-à-dire, il y a une extraterritorialité sur Emmanuel Macron, on n'a pas le droit de rire, on n'a pas le droit de... Voilà. Non mais attendez, Michel, on vous connaît bien. Raison de plus. Je suis toujours ravi de vous recevoir. Mais... Sincèrement, quand j'ai lu la lettre, moi j'ai cru que c'était Patrick Sébastien. Oui. Je me dis, c'est pas du Michel Onfray. Oui. Voilà, c'est quand même graveleux. Non. C'est limite. Alors moi je veux pas dire homophobe parce que ce terme d'homophobie utilisé à tort et travers, nous jugerons, mais en tout cas. C'est une prétération, on le dit quand même. Hein. Mais oui, mais moi je le dis pas. Je ne dirais pas que c'est homophobe, mais quand même. Non, mais je ne dis pas que c'est homophobe, mais c'est le terme en tout cas, vous moquez d'Emmanuel Macron avec les jeunes aux Antilles. Voilà, c'est limite. En fait. Alors, je vais commencer par le début. Je peux lire quelques lignes, simplement, pour ceux qui nous écoutent. Si vous sortez 3 lignes pour illustrer votre thèse, ça vous commencez, votre Altesse, votre Excellence, votre sérénité, mon cher Manu, mon roi, mais aussi mon chéri. Des photos t'ont récemment montré partout sur la toile aux Antilles, enlaçant un beau black bodybuildé en prison et luisant de sueur tropicale, ce qui me semblait te ravir jusqu'au plus profond, si tu me permets l'expression. Décidément, tu sembles n'aimer que ceux qui te font savoir leur amour d'une façon qui ne prête pas à confusion. Il faut t'enlacer torse nu pour te plaire, essuyer sa transpiration sur ta chemise blanche et passer plus de temps en salle de sport qu'en bibliothèque. Sur le doigt d'honneur, le doigt, on voit bien à qui il appartient. Le cul, on se tâte, si je puis dire. Est-ce le tien personnellement, auquel cas c'est ton affaire, mais n'en fais pas un étalage public. Un président, ça ne devrait pas faire comme dirait l'autre. Ce cul, est-ce le nôtre en tant que tu incarnes la souveraineté populaire? Est-ce celui de la France dont tu es le corps mystique? On ne sait. Mettre ou ne pas mettre, là est la question. Or, cette question, tu l'as franchement résolue, car depuis quelque temps, tu montres en effet que toi ou tes services, vous n'avez pas grand souci de la légalité. En adoptant cet angle de vue, on voit bien comment tu nous la mets, tu nous les mets. Voilà. Alors, c'est un commentaire d'un doigt d'honneur. Tout le monde trouve que mon commentaire est vulgaire, grossier, etc., agressif, Patrick Sébastien, etc. Mais personne ne trouve que le doigt d'honneur pose problème. Pas du tout. Ce qui est assez formidable, c'est que je fais un travail philosophique qui consiste à dire, si vous voulez parler simplement, un président ne devrait pas faire ça. Il se fait photographier par des gens dont on me dit après oui, mais enfin c'est pas lui, etc. Bon, d'abord il y consent. Ensuite, il y a plusieurs photos, elles circulent. Moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit le type qui a fait le montage, formidable. En fait, c'est pas un montage. Je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ce personnage qui nous dit en permanence qui est Jupiter, que le général de Gaulle est une référence, un volume de Pléiade du général de Gaulle sur la photo officielle. On vient d'apprendre que sur le logo de l'Élysée, on a intégré la Croix de Lorraine. Il s'en va faire un tour à colomber les 2 églises. Il nous dit effectivement le général ceci, le général cela, etc. Et il n'a pas compris, ce que je dis partout, qu'il y a les 2 corps du roi, c'est la thèse de Kantorowicz qui nous dit que un chef d'État, il a un corps particulier qui est le sien, et il a un corps qui est le corps politique. C'est le corps souverain, c'est le corps du peuple souverain. Même si on sait comment il a été élu, il est le corps du peuple souverain. Le corps du peuple souverain a des devoirs. C'est tout ce que je dis avec ce texte. Je dis il a des devoirs. Moyennant quoi il se fait surprendre avec cette photo, je veux bien l'admettre. Admettons, il fait plein de selfies, il y a plein de photos, ça circule sur le net, il commente les commentaires, et dans son commentaire, il nous dit qu'il ne voit rien de problématique dans cette affaire. Donc, sur le mode ironique, humoristique, votre lecture, permettez, mais je n'ai pas fait le cours Florent, mais on voit bien que vous faites une lecture un peu sévère, un peu terrorisée, un peu tétanisée, en disant... Alors, sur le fond, que reprochez-vous à Emmanuel Macron? Pourquoi cette lettre au départ? D'abord, c'est une deuxième lettre. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Voilà. Qui prend... Oui, et puis après ça, je veux dire qu'on me dit, mais qu'est-ce qui vous prend avec Emmanuel Macron? Vous en faites un casus belli personnel, etc. J'ai publié 2 livres dans cet esprit-là. La Cour des miracles et Zéro de conduite, c'était avant l'élection présidentielle, puis après l'élection présidentielle. Ils s'en sont tous pris. Alors après, il a fallu Garrido, Mélenchon pour faire un total en disant oui, mais il y a tant de textes qui nous sont consacrés, puis il n'y en a pas autant à Marine Le Pen, sous-entendu, en gros, vous défendez Marine Le Pen. Je dis, à chaque fois que j'ai trouvé quelque chose à vous reprocher, moi, le citoyen, qui croit à la politique, qui croit à la gauche, qui voit cette gauche dévoyée par le libéralisme depuis des années, je dis juste, je prends un objet, ça peut être le portrait de Lénine chez Garrido et Corbière, ça peut être les costumes de Fillon. Là, je prends
Le doigt d'honneur. Qu'est-ce que le doigt d'honneur? Est-ce que le philosophe doit se refuser de réfléchir à des questions comme celle-ci? Alors après, on me dit, vous filez la métaphore, voilà. C'est ça, vous filez la métaphore scatologique. Patrick Sébastien, je dis, mais si vous n'avez pas compris que le doigt d'honneur signifie très précisément, et on va parler français pour ceux qui, ou je vais parler médecin plutôt que de dire un doigt dans le cul, ça s'appelle une prétérition, je veux dire un index rentré dans le rectum. Bon, c'est quand même très explicitement ça, un doigt d'honneur, quand même. Alors là, on est en train de m'expliquer partout que c'est moi qui sexualise un geste sexuel, mais je ne sexualise pas un geste sexuel. Je dis qu'en acceptant cette photo, en tolérant qu'elle circule sans qu'il y trouve malice, bien sûr. Il fait savoir qu'il avalise ce geste sexuel, donc ce n'est pas moi qui sexualise un geste, c'est lui qui consent à un geste sexuel que je commente. Et derrière quand vous parlez du mettre ou ne pas mettre, là est la question, vous dites quand même qu'il est en train de nous la mettre profond, le président de la République. C'est ça. Et là, donc, on rentre, il y a une espèce, tout le monde s'étonne quand Michel Onfray aille jusque-là dans cette métaphore et ce style. C'est lui qui va jusque-là. Le problème, c'est que c'est lui qui va jusque-là. On avait vu Sarkozy en short grimper les marches de l'Élysée, on a vu Hollande en short à Brégançon, on a aujourd'hui un président qui est en train de consentir à des doigts d'honneur avec un sourire radieux quand ça lui arrive. Vous voulez en fait un président un peu moine soldat? Si vous voulez, on peut parler comme ça. Moi, je pense que je crois au peuple, j'aime le peuple. Quand le peuple s'exprime ou quand il cesse de s'exprimer parce qu'il en a marre d'avoir des guignols qui se moquent éperdument de son vote, je rappelle le traité européen que le peuple n'a pas voulu et qu'on lui a refilé quand même avec le traité de Lisbonne. Je veux dire, le peuple, il a envie. Vous savez, je suis venu en retard avec un garçon qui me conduisait en moto-taxi. Il me dit, vous avez fait un bouquin, etc. Je lui dis, mais c'est pas trop pour ça que je viens pour une lettre. Ah, ben vous avez drôlement bien fait, etc. Et il me dit, il a vraiment un beurre emblématique, gentil, sympathique. C'est lui qui me dit ça. Qui me dit, vous avez raison, il salit la fonction. Il salit la fonction. Alors celui qui dit qu'il salit la fonction est condamné, alors que celui qui salit la fonction ne l'est pas. Je suis condamné parce que je fais l'analyse de ce texte, de ce geste qui est sidérant. C'est pas l'analyse, c'est le style. Sidérant. C'est le style qui a choqué, un peu heurté. Le style du doigt d'honneur, c'est pas choquant? Alors. Mais on en a parlé du doigt d'honneur, effectivement. Alors, le doigt d'honneur et la réponse, la façon dont Michel Onfray apporte une réponse. Moi, j'étais ici il y a une semaine quand on a commenté le doigt d'honneur alors, sur le langage fleuri à M. Onfray, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas très gentil pour Patrick Sébastien ce que tu viens de dire, parce que c'est plutôt un amuseur. Mais moi. Je suis complètement d'accord sur le fond, ça rabaisse la fonction présidentielle. Accepter ça rabaisse la fonction présidentielle. Et ce qu'on a dit la semaine dernière, et moi j'y tiens, le pire du pire, c'est pas le doigt d'honneur, le selfie, la sueur, le machin, le truc, non, parce que ça, on peut se faire avoir tous. Le pire du pire, c'est la justification qu'il y trouve. Et le fait qu'il renvoie la balle en disant vous êtes instrumentalisé par Marine Le Pen et ceux qui me reprochent ça, c'est tous des racistes, quoi. Je trouve que c'est le pire du pire. Il aurait dit je me suis fait avoir, désolé, on va faire ce qu'il faut pour que. Enfin voilà, à un moment donné. Il accepte le doigt d'honneur et il le cautionne, quoi. Il le cautionne. Dans la justification qu'il fait à la conférence de presse, il le cautionne. Alors que chacun, avec ses mots, le condamne pour ça, moi, on va pas refaire le débat sur le doigt d'honneur, mais sur la façon dont Michel. Du coup, moi, je cautionne la lettre de Michel. T'es d'accord avec la lettre, Thibault? En fait, vous êtes nostalgique d'une période qui n'existe plus parce que vous êtes en train de vous imaginer le général de Gaulle à Saint-Martin après un cyclone avec des barrières, des drapeaux français et un président qui passe en disant je vous ai compris et vous aurez. On va s'occuper de la reconstruction de l'île. Le président de la République, il est moderne, il est victime des réseaux sociaux comme beaucoup de présidents. Et puis, il y a un moment où il s'arrête, il est dans une famille, il discute et il se fait piéger comme un idiot. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, le président? Il aurait dû arrêter ce jeune et puis on l'aurait remis en prison. Puis on aurait montré, vous avez vu, il est totalitaire, ce président. Hein. Il a une très très haute image de lui. Il se fait piéger. Il essaye finalement de donner une justification. C'est peut-être maladroit, là je partage le point. Et après le jeune, ce que dit le jeune, il fait un doigt d'honneur contre le système et pas contre le président de la République, ce qui aurait donné une tournure différente. Parce qu'il ne s'est pas moqué du président de la République. En tout cas, sur l'explication que donne ce jeune. Et là, on est dans un pamphlet politique. Bon, il est amusant, il est violent. Moi, ce qui me dérange, c'est cette connotation sexuelle un peu ambiguë
ce qui a entouré finalement le président de la République sur beaucoup de rumeurs. On en surfe, on s'allie, ou en tout cas on s'en amuse. Moi, ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise, non pas de commenter cette photo, mais mal à l'aise de surfer sur des formes d'ambiguïté qui ne servent finalement pas à grand-chose. Michel Onfray. Vous-même, il y a une ambiguïté. Donc voilà, je dis, moi, j'ai pas parlé de l'homosexualité. Il a levé le président l'ambiguïté en riant des rumeurs. Vous l'exploitez. Non, mais vous l'exploitez. Il a dit beaucoup de mensonges, Macron, hein, vous savez. Alors là, vous pensez qu'il ment aussi? Moi, je pense qu'un politicien, plus il grimpe, plus il ment. Et plus il arrive à... Donc aujourd'hui, vous pensez que Emmanuel Macron non, ment je sur dis pas, sa non, sexualité sur ce sujet, non, je parle pas de cette question-là. Je dis que quelqu'un qui fait campagne ment beaucoup. Et il a beaucoup menti. Il a dit qu'il ferait des choses, il les fait pas, etc. Donc vous pensez qu'il ment là aussi? Donc vous exploitez la rumeur. Non, vous pensez? Non, vous jouez avec la rumeur. Non, je dis, je commente des photos, bon sang. Oui, mais là, ça allait un petit peu plus loin. Non, mais le problème, c'est pas la photo, c'est le commentaire que j'en fais. C'est de mettre du stabilo sur cette photo. C'est un beau black. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est un beau black en étant quoi, un homosexuel refoulé, etc. Non, mais vous sentez dire que, non, vous dites, en gros, il est content parce qu'il est entouré de beaux blacks et qu'il préfère être entouré de beaux blacks et de beaux jeunes, etc. Plutôt peut-être que régler les problèmes du pays. En gros, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. D'abord, il y a beaucoup d'humour. Si vous, on n'a pas forcément. Si on doit s'expliquer, c'est que finalement, c'était peut-être pas si bien tourné que ça. Eh bien, mais je conçois que vous puissiez ne pas avoir le même humour que moi. Je veux dire que quand quelqu'un installe le terrain sur le domaine de la scatologie, c'est pas moi qui ai choisi, et que je le prends sur ce terrain, si je puis me permettre, ne me reprochez pas d'utiliser le mot si je le prends. Je le mets sur ce terrain. On rit ou on ne rit pas. Maintenant, si on rit pas, c'est pas grave. Moi, quand j'écoute France Inter et les comiques de France Inter, ils me font pas rire du tout. Ça va très loin, simplement, parce qu'on l'a pas encore précisé. Vous aussi, vous filez ma métaphore. Non, mais ça va très loin, votre histoire, parce qu'il paraît que vous êtes censuré, que le magazine de la santé sur France 5, qui avait prévu de vous recevoir, je crois que c'était aujourd'hui, vous a annulé à cause de cette lettre. Oui, enfin c'est pas. Moi, j'ai le détail depuis hier. Je lis pas la presse qui m'est consacrée, mais un journaliste du Parisien m'a appelé en me disant non, j'ai le fin mot de l'affaire. La chaîne vous soutient. C'est Marina Karagiankos, personnellement, qui a argué de cette lettre pour me désinviter. Je devais parler de l'AVC, hein, pas du toucher rectal. Oui. Donc, de la mélancolie. Ah oui, j'étais dans une émission de santé pour parler de l'AVC et on me dit ah non, votre doigt d'honneur commenté n'est pas acceptable dans une émission médicale. Onfray, Zemmour, vous faites peur là. Il y en a deux là. On ne veut pas les inviter sur le service parce que Éric Zemmour n'est pas invité non plus sur le service public. Il a été décommandé de Laurent Ruquier et semble-t-il, et il faudra vérifier, mais des consignes sont passées au sein des émissions du service public pour ne pas inviter Éric Zemmour. Je voudrais qu'on rappelle que le service public, c'est l'argent du contribuable. Moi, j'étais 20 ans prof, fonctionnaire. Je me suis retrouvé des devoirs à l'endroit de mes élèves. On est payé avec l'argent public. Les gens qui bossent, ils donnent de l'argent, ils achètent leur essence, ou il y a des taxes. Cet argent-là permet d'avoir des enseignants, d'avoir des policiers, d'avoir des gendarmes, d'avoir des infirmières, etc. Il y a des obligations au service public. On ne se sert pas de l'argent du contribuable pour dire, politiquement, il y a des émissions dans lesquelles on invitera cela et dans lesquelles on n'invitera pas cela. Vous faites une chaîne privée, c'est votre affaire. Vous dites, on ne veut pas de celui-ci, on ne veut pas de celui-là. On ne peut pas. Sauf que nous, on vous reçoit, on a reçu Éric Zemmour, finalement, c'est une chaîne privée qui fait le boulot. Non, mais nous, bien sûr. Nous parlons du service public. Mon ami Emmanuel Macron disait récemment qu'il était dans un état catastrophique. Le service public, pas lui-même. La honte. Mais que c'était la honte. Il avait raison sur ce sujet-là. On voit bien qu'on n'est pas obligé d'être aimé par les journalistes du service public. On n'est pas obligé. Mais pourquoi est-on critiqué, caricaturé quand on défend le peuple? On est populiste, on est démagogue. Quand on commence à dire quelque chose, on est homophobe, on est antisémite, on est sexiste, etc. Moi, je veux bien me faire insulter. Depuis mon livre sur Freud, je n'arrête pas de me faire insulter. Ça m'est un peu égal. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas un peu faire un débat? Ce texte, vous pouvez trouver que la forme n'est pas adéquate. Vous pouvez trouver que la métaphore filée sur la question scatologique à partir d'un doigt d'honneur n'était pas forcément une bonne idée. Je veux bien, j'y consens, c'est pas drôle. Mais on peut en débattre. D'accord. Et bien voilà. Moi, ça m'amuse. Bah oui, c'était fait pour. Anas, notre cheminot. Moi déjà, tout d'abord, enfin, je trouve ça scandaleux qu'on décommande, on déprogramme, qu'on vous déprogramme. Enfin voilà, c'est assez n'importe quoi. Maintenant sur la question de la lettre, moi franchement, je vous appréciais énormément et j'espère encore vous apprécier. Pour moi, il y a une rupture, Michel Onfray. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, il y a une phrase où à un moment donné, il y a eu un peu une cassure. C'était sur le petit Syrien qui était mort
au bord de la plage, je crois Ilan ou Aylan de mémoire, où vous avez dit c'est un montage, etc. Déjà, je me suis dit, oui, bon, il y avait dans l'esprit que c'était, il y avait une manipulation. Non. Vous aviez dit le mot, c'était manipulation. Du commentaire. Il y avait une manipulation. Oui, j'ai regardé très récemment, enfin, une de vos interviews chez Patrick Cohen, où vous parliez justement des Sans-Dents, où vous trouviez en fait que c'était un peu n'importe quoi, où tout le monde est expert maintenant, où on commente un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et le fait que vous fassiez cette lettre-là, je me dis, je comprends pas moi, parce que moi, je vous entends quand vous dites que vous êtes de tradition gauche libertaire, c'est de la tradition, c'est de la famille dont vous pensez. La question du peuple, pour moi, lorsqu'on est de la gauche libertaire, on peut pas dire le peuple, parce que le peuple dans la bouche de Marine Le Pen et le peuple dans la bouche de Michel Onfray, c'est sûrement peut-être pas la même chose. Et donc, faut aussi essayer de voir ce que vous voulez dire par là. Maintenant, sur la question de trucs d'homophobie, etc. Moi, je trouve qu'elle le courrier, je l'ai trouvé assez dégueulasse. Je vais pas vous dire que vous êtes homophobe. Moi, je rentre pas dans ces délires-là. Maintenant, enfin, ce qui me choque, c'est de tomber sur un jeune, déjà il n'est pas en prison parce que vous avez dit un beau black musclé, huilé, etc., qui donne toujours cette impression du black avec un. Faut regarder aussi ce que ça a été, Monsieur Onfray. Monsieur Onfray, vous êtes un intellectuel, vous êtes un philosophe, vous savez très bien que cette photo-là, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux où en fait on a fait passer tout ce qu'on pouvait, tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est raciste à travers cette photo, c'est-à-dire des montages avec de la musique zouk, avec machin, avec des actes de sodomie. Non, mais ce que je vous dis, c'est-à-dire que vous, en tant qu'intellectuel, vous surfiez sur cette question-là, sur cette photo. Moi, j'aurais préféré vous voir là et nous expliquer que c'est pas normal qu'un Macron qui est au plus bas dans les sondages, eh ben il retourne comme les anciens patrons, comme les anciens de l'ancien monde, aller dans les anciennes colonies, aller serrer des mains et remonter les chemises. Et c'est ça la réalité. Moi, je pense pas que Macron faut l'attaquer sur la question du doigt. Et je suis pas macroniste. Je pense que tout le monde peut le dire ici. Moi, je suis pas macroniste, mais le fait d'attaquer Macron sur cette photo, je trouve que c'est prendre l'analyse de Macron par le petit bout de la lorgnette. C'est pas, il a pas vu le doigt. Je pense qu'il l'a pas vu le doigt. Enfin voilà. Mais t'as fait il l'a pas vu, mais il l'a justifié après. Il l'a pas vu le doigt, mais il l'a pas vu non plus. Allez-y. En tout cas, il a excusé ensuite. Il a excusé, c'est ça le problème. Il l'a justifié, c'est pas excusé. Mais il a dit, je prends tous les enfants. Comment je prends tous les enfants de la France, quels qu'ils soient, c'est leur bêtise. Oui, quand c'est moi qui fais une bêtise parce que je dis du mal de Macron, je me fais virer du service public. Je voudrais bien qu'ils les prennent tous. Vous n'êtes pas un enfant pour Emmanuel Macron. Bah oui, vous avez raison, effectivement. Passez l'âge d'être un enfant. Ne me faites pas dire des choses. D'ailleurs, cette façon de parler, il y en a pas marre. Emmanuel Macron n'est pas notre papa. Enfin, moi, vous regrettez le temps d'avant, mais c'est quand même un peu l'héritage gaulliste où on pense que le président de la République est le papa des Français. Mais on n'a pas besoin de papa et de maman. On en a déjà papa et maman. On n'a pas besoin de cet état nounou. On n'a pas besoin d'être pris pour des enfants sur tous les sujets. En nous expliquant que si on n'est pas d'accord avec une mesure, c'est qu'on ne comprend pas. Les Français sont un peu idiots. Voilà. Il y en a marre un peu aussi cette façon. Oui, mais je voudrais répondre à monsieur, regarder. Parce que moi, j'ai pas la nostalgie du général de Gaulle en disant il faudrait qu'on revienne à la marine à voile avec la bougie et puis qu'on. Parlez du prestige de l'État. Eh bien oui, je suis pour le prestige de l'État. Mais vous pensez que votre texte participe au prestige de l'État versus le doigt d'honneur du jeune garçon? Quelqu'un qui détruit le prestige de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Je dis quelqu'un qui détruit. Pour un libertaire, le fait d'être de la gauche libertaire, enfin, on n'est pas étatique. Généralement, quand on est libertaire, anarchiste, on est tous au fait pour l'étatisme et la bureaucratie, par exemple. Enfin, généralement pour vous. C'est-à-dire, si vous me permettez, non, on va faire un petit débat sur la. Libertaire et jacobin, c'est enfin généralement. Et État, c'est jacobin aussi. Bon, tout est un peu mélangé. Je veux dire que si vous voulez vraiment qu'on parle d'anarchie, on va en parler. On va parler du socialisme libertaire de Proudhon et de théorie de la propriété qui fait l'éloge d'un État libertaire. Mais ça doit être trop compliqué pour vous parce que l'État, il est méchant, il est jacobin. Je dis juste que l'État, c'est une forme et que cette forme, elle peut être, elle n'est pas obligatoirement jacobine. Elle peut être girondine. Elle permettrait justement sur ces peuples dont vous nous parlez, et vous avez raison de nous en parler, de faire de telle sorte que dans les Antilles, en France, en Corse, en Bretagne ou ailleurs, on ait une politique des régions qui ne soit pas centralisée et jacobine. L'État, vous êtes prisonnier de cette idée, que la gauche d'ailleurs entretient savamment, que l'État ce serait systématiquement méchant. C'est pas vrai, c'est une forme. Donc je ne suis pas nostalgique de l'État gaulien ou de l'État gaulliste. Expliquez. C'est ce que je suis en train de faire. Mais non, mais enfin bon, après Monsieur Onfray, vous avez un peu toujours ce ton paternaliste. Moi je reconnais, vous savez, je suis cheminot, je suis fils d'ouvrier. Enfin voilà, moi je pense qu'on est à peu près. Vous aussi. Vous avez la même vie de famille. Oui,
moi j'ai pas eu la chance de faire des grandes études, ni de lire, ni de quoi que ce soit. Enfin voilà, maintenant. Mais le fait de renvoyer sur un argumentaire, c'est-à-dire que moi, la tradition des amis et des copains que j'ai autour de moi qui sont libertaires ou anarchistes, je suis pas anarchiste, mais ils n'ont rien à voir avec le fait de défendre le gaullisme ou l'État bourgeois. Je suis désolé. Alors c'est soit vos copains, soit Proudhon. Excusez-moi, je préfère Proudhon à vos copains. Vos copains, ils passent ce qu'ils veulent de l'État, de la pensée anarchiste. Ils pensent probablement qu'ils sont des anarchistes quand ils sont contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. D'accord. C'est une caricature, ça. C'est vous qui êtes dans la caricature. Vous êtes dans le prurit anarchiste en passant que quand on détruit des banques, on a fait avancer les progrès. Mais je suis pour une anarchie positive, celle de Proudhon, qui permet justement de dire quand les pauvres n'ont pas grand-chose, il peut leur rester l'État. C'est l'État qui permet la sécurité sociale, c'est l'État qui permet la retraite, c'est l'État qui permet la défense nationale, c'est l'État qui permet théoriquement que des gens puissent être soignés, puissent être éduqués, etc. Mais justement, puisque vous parlez de l'État qui peut soigner, vous parlez de soins, on va parler de vous dans un instant. Quand même, Le deuil de la mélancolie, c'est le livre aux éditions Robert Laffont. C'est Michel Onfray qui, des médecins ont mis du temps à diagnostiquer un AVC. Vous n'êtes pas passé loin de la mort. Vous parlez beaucoup de vous, de la nature humaine, de ceux qui ont du mal à s'excuser, à reconnaître aussi qu'ils ont fait une erreur, les médecins en particulier. À tout de suite avec Michel Onfray dans le Grand Oral. RMC, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, 9h midi, les GG tous les jours en direct. Et nous sommes aujourd'hui avec Didier Giraud, agriculteur, Thibault Langsat, chef d'entreprise, Anas Kazib, cheminot. Et dans le grand oral des GG, pardon, un peu décalé aujourd'hui, avec Michel Onfray, aux éditions Robert Laffont, le philosophe, Le deuil de la mélancolie. Michel Onfray, passé pas loin de l'AVC fatal. Enfin, vous avez fait un AVC fatal. Heureusement, non. Mais les médecins, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont eu du mal à vous diagnostiquer, à comprendre ce que vous aviez. Vous aviez des migraines, il fallait attendre, il n'y avait pas d'urgence. Oui. Ils sont passés à côté, 5 sont passés à côté. Ouais. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis allé voir le premier aux urgences, il m'a juste expliqué que, comme j'ai déjà fait un infarctus, puis aussi déjà un premier AVC, et que je prends des médicaments depuis très longtemps, il m'a demandé si je prenais mes médicaments régulièrement. Je dis, régulièrement, pas à heure fixe, quoi. C'est quand je me couche, quand je me réveille, et comme je peux me coucher à des heures différentes et me réveiller à des heures différentes, il me dit, c'est ça le problème, voilà, rentrez chez vous, Doliprane. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, le lendemain, je suis allé faire mon cours à l'Université populaire, 1000 personnes, une partie du champ visuel complètement explosée, une migraine terrible. Et le soir, c'est mon ami Robert Combat et sa femme sont venus assister à mon cours. Donc, on est allé dîner au restaurant. Pendant le restaurant, j'ai appelé ma toubib généraliste qui m'a dit non, pas de problème, reprenez vos médicaments correctement, aux bonnes heures, c'est ça. Ça fait 2. Je rappelle les urgences de l'endroit où j'étais, c'était à Deauville. Les urgences me disent, venez si vous voulez, on va vous prendre la tension. Je dis, je vais pas me déplacer pour qu'on me prenne la tension. J'ai un tensiomètre avec moi, ça va, je vaux bien que j'ai de la tension pour l'instant, et puis voilà. Et je suis resté la semaine comme ça, j'ai fait une conférence à Paris, et puis j'ai été invité sur un plateau de télévision avec Audrey Crespo-Mara qui me dit, écoutez, non, vous avez un problème. Donc je lui dis, oui, j'ai une migraine terrible depuis 8 jours. Et elle me dit, j'appelle mon ophtalmo. L'ophtalmo lui dit, non, c'est pas un problème visuel, c'est un problème probablement cardiaque. Et je dis, j'ai un rendez-vous pris il y a plus d'1 an avec mon cardiologue, donc je verrai ça avec lui dans 1 mois, quoi. Et puis je pars de ce plateau, elle me fait un texto en me disant, je vous en conjure, allez à tel endroit, c'est un radiologue qui va vous faire une IRM tout de suite, on vous a obtenu ça, donc je vais faire cette radio. Le radiologue en question me dit, écoutez, moi j'ai un copain qui est mon médecin généraliste depuis des années et qui est mon ami, allez le voir un petit peu en attente parce que je vous prends dans 1h30. Je vais voir ce monsieur qui commence par me dire qu'il devait partir, etc., mais qui me fait toute une espèce d'examen, qui m'a parlé de mon jet d'urine, de ma prostate. Il a failli me faire un toucher rectal en me disant, il faudra quand même envisager cette question-là. Je vois bien que j'ai des problèmes de migraine, j'étais pas bien sûr que ce soit lié. Et il me dit, est-ce que vous avez un tracé de votre dernier électrocardiogramme? Je dis, non, je ne me traballe pas avec mes rouleaux sur moi. Je dis, on va appeler mon cardiologue. Et puis évidemment, j'ai le répondeur de mon cardiologue. Et puis après, il me dit, vous avez un problème de vitré, c'est un problème d'œil, vous n'avez pas d'AVC. Donc ça fait 5. Je passe l'IRM, on me dit, vous avez vu la patate là, c'est un AVC, tout de suite l'hôpital, en urgence, hospitalisé, etc. Alors le problème, c'est comme avec Macron, le commentaire. Moi je conçois qu'on puisse se tromper quand on est médecin.
Bergson disait, et puis quand Guilhem a repris la formule après, il dit la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. C'est donc un art pas facile quand on est aux urgences, qu'on a 10 personnes avant, 10 personnes après, on reçoit quelqu'un, on fait un diagnostic vite fait, paf. Bon, c'est pas facile la condition du médecin aujourd'hui, donc on peut se tromper, on peut commettre des erreurs. Mais le pire, ça n'est pas de commettre des erreurs, c'est de dire qu'on ne les a pas commises. C'est-à-dire que sur ces 5-là, je n'ai eu aucune excuse. Celui qui me dit que j'ai un problème de vitrée et qui me prend un rendez-vous chez un ophtalmo, il me dit je prends un rendez-vous chez l'ophtalmo, il me dit ensuite, tu fais comme un texto, pour info c'était quand même un AVC, il me dit mais je le savais bien, je n'ai pas voulu vous inquiéter. C'est pour vous protéger. C'est ça, c'est pour ne pas m'inquiéter que vous m'envoyez chez un ophtalmo. Et pas du tout aux urgences, quoi. Il aurait fallu tout de suite dire ambulance, urgence, c'est un AVC. Ah ben ça, c'est la nature humaine. C'est-à-dire que nombre de gens, quand ils se sont trompés, devraient pouvoir dire oui, j'ai commis une erreur, mais bon, voilà. Vous êtes déjà arrivé, vous de vous reconnaître, vous êtes trompé? C'est plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois. Je dis, mon livre sur Freud, je démarre, il y a un texte autocritique sur ce sujet-là. J'ai aussi fait savoir quelle critique je pouvais faire sur des engagements de noms particuliers, José Bové, Mélenchon, etc., quand je défendais déjà, et encore aujourd'hui, une gauche antilibérale, et que j'ai pu croire à un moment donné, quand il fallait voter, qu'on pouvait soutenir tel ou tel. Et j'ai dit à plusieurs reprises que je m'étais trompé en soutenant des noms, parce que je défendais des idées, parce qu'entre ces noms et ces idées, il y avait un grand écart. Après, a priori, c'est moins grave, parce qu'effectivement, un médecin, on lui fait toute confiance. Mais c'est sa santé, on met sa peau entre ses mains, quoi. C'est-à-dire que c'est Dieu, le médecin, un peu. Mais pour tout le monde. C'est surtout le gardien de but, quoi. Quand il a loupé le truc, il y a but, quoi. Hein. J'ai perdu ma compagne d'un long cancer, donc j'ai passé 13 ans avec elle dans les hôpitaux. J'ai vu des gens formidables. J'ai vu des infirmières formidables, des séances de chimiothérapie, j'ai assisté à tout ça, les bons résultats, puis les mauvais résultats, puis le début de la fin, puis l'agonie, puis la question de l'euthanasie, puis toutes ces questions-là. Je les ai vues de l'intérieur. Il y a un hôpital public formidable en France. Il y a une santé qui est extraordinaire, simplement il n'y a pas de moyens. Il y a une espèce de rentabilité qui est là en permanence. Est-ce que c'est vraiment une question de moyens lorsqu'on vous dit d'aller voir un ophtalmo ? Alors ça c'est autre chose sur ça, c'est la question de la formation. Chaque fois on dit toujours le manque de moyens, mais c'est peut-être simplement de non mais là par exemple, humaine, non mais quand je fais cet AVC sur la gare, sur le quai de la gare Saint-Lazare, je venais à l'anniversaire d'un ami, je reprends le train à l'inverse pour rentrer immédiatement à Caen. Je vais aux urgences, c'était ce type-là qui normalement aurait dû me dire attendez, il y a un problème, on va quand même faire le nécessaire. Sauf que moi je vais de temps en temps aux urgences comme ça, et je vois bien qu'il y a des gens qui ont des rhumes, des grippes, qui éternuent, il y a tout. Oui, mais parce donc le type qui va bosser fait qu'on accepte tout. Eh bien on est d'accord. Mais ça c'est le système. Alors ça c'est un sujet tabou. Mais je suis entièrement d'accord. On est obligé d'accepter tout le monde. Question. Moi, j'ai trouvé le texte très émouvant, très simple, très beau, surtout quand vous abordez la question du deuil, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on sera confronté, donc c'est très bouleversant, puis c'est très intime, votre livre. Mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose que vous avez gâché par votre arrogance. Et ce que vous dites là très justement, vous ne le dites pas dans votre livre. Vous attaquez les médecins, vous pratiquez une médecine qui est à deux vitesses. Pas moi. Si vous pratiquez une médecine qui est à deux vitesses parce que vous allez voir des médecins, parce que vous avez des contacts, mais c'est très bien, c'est pas un reproche que je fais. Mais vous critiquez le système. Je meurs entre les bras du. Laissez-moi juste suivre mon raisonnement, c'est que vous critiquez une médecine à deux vitesses. Enfin, non, vous critiquez une médecine et vous la pratiquez à deux vitesses. Et puis quand on regarde les erreurs de diagnostic. C'est-à-dire que vous allez voir un spécialiste parce que quelqu'un du showbiz vous donne un réseau et puis in fine il se trouve que ce spécialiste il n'est pas très fair. Je le critique. Je dis moi j'ai la chance de pouvoir accéder à cette deuxième vitesse. Oui, non, mais ce qui me perturbe, vous parlez d'arrogance, c'est presque insultant. Attendez, terminez, je vais juste terminer et après vous me répondrez. Mais ce que je trouve perturbant dans le livre, et vous l'avez dit très justement à l'instant, c'est qu'à aucun moment vous parlez des 3 médecins qui vous ont sauvé. Sur les infarctus, sur les 2 IVC. Vous ne parlez pas, ce que vous venez de dire, des médecins qui ont accompagné votre... vous en parlez très très peu. En revanche, vous décrivez un système, l'arrogance des médecins, qui... ça ne perçoit pas dans votre livre, qui sont perceptibles, qui ont le droit de se tromper. C'est un système qui est très orienté pour vous. Auquel finalement tous les Français sont confrontés et qui n'ont pas eu la même chance que vous d'avoir 5 diagnostics. Mais c'est ce que je dis. Vous ne le dites pas réellement puisque vous ne parlez pas du système médical. Vous ne parlez pas du système médical en bien. Complètement faux. Non, j'en parle pas en bien. Mais c'est ça le sujet qui manque. Alors,
D'abord, vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir fait un livre sur un sujet et pas sur d'autres. Voilà. Je veux dire, l'infarctus que j'ai fait quand j'avais 28 ans, excusez-moi, je ne le traite pas ici, mais je le traite dans un livre qui s'appelle L'Art de jouir. Donc, le cancer de ma compagne, je ne le traite pas dans le détail là-dessus, mais je l'ai fait dans un livre qui s'appelle Féeries anatomiques. Donc, à chaque moment de ma vie, ou de chaque moment biographique, j'ai consacré un livre. Ne me reprochez pas de ne pas avoir parlé précédemment des gens qui m'ont sauvé. J'ai même dédié des livres et j'ai dédié ce livre-là. Pardon de ne pas avoir lu tous vos livres, non, mais c'est comme ça que j'ai ressenti finalement la façon dont vous vous exprimiez. Je ne vous reproche pas. Je vous reproche juste de me dire que dans ce livre, je ne parle pas de choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres livres. Il est question de cet AVC, je parle de cet AVC. Ouais. Maintenant, vous pouvez toujours me dire, vous auriez dû parler du type qui vous a sauvé quand vous avez fait votre infarctus. Je dis, c'est déjà fait, je ne vais pas recommencer, je ne vais pas me répéter. Je dis juste que oui, il y a une médecine à 2 vitesses. Je veux dire, mon père est décédé, mais j'ai père ouvrier agricole. Quand vous allez voir un médecin qui vous dit vous n'avez rien, vous rentrez chez vous, l'affaire est réglée. Vous n'allez pas dire à un autre, vous appelez un copain, pardon. Voire même de peur d'avoir quelque chose, on ne va pas le voir d'abord au début. En plus, vous avez raison. Dans les campagnes, vous savez, les gens ils sont au bord de la mort avant de dire on va peut-être appeler le médecin, parce que franchement, on ne va pas appeler le médecin pour de petites raisons. Je dis simplement que oui, j'ai bénéficié d'un système de médecine à 2 vitesses. Et je dis, pour tous les gens pauvres, simples, modestes, qui n'ont pas des carnets d'adresses qui sont les miens, je trouve ça inadmissible. Je le dis, je ne cache pas ça. Je dis, il n'est pas normal que dans la République, il y ait une médecine à 2 vitesses qui permette aux gens favorisés, dont je suis, de pouvoir accéder à des ophtalmos, à des dentistes, à des cardiologues, simplement parce qu'on appelle et qu'on dit « Ah ben non, sûrement pas, etc. C'est de la part de qui, Michel Onfray? Ah ben on va vous trouver une place. » J'y peux rien que ça se passe comme ça. Je dis simplement qu'on peut le dénoncer en disant ça n'est pas normal que quelqu'un qui serait modeste, qui appellerait, s'entende dire, on m'a dit il y a quelque temps, qu'un rendez-vous d'ophtalmo pour des enfants dans un an. Dans un an, la vision de cet enfant, elle a le temps de se détruire pendant une année. Son année scolaire, à cet enfant, va se trouver bousillée parce que l'enfant n'aura pas de prescription de lunettes pendant un an. Moi, si ça m'arrive, je fais quoi ? Je dis, j'ai pas d'enfant, mais un petit-fils de ma compagne. Je veux dire, je fais quoi s'il arrive quelque chose comme ça? Ah ben, on m'a dit dans un an, j'attends dans un an. Tout le monde fait ça. Ça me paraît normal de dire, j'ai un copain qui va appeler un copain qui, etc. On dit, ah oui, on va te trouver un truc, viens après 18h, on va te... Et paf, le lendemain, vous avez un rendez-vous. J'ai bien vu dans le traitement de ma compagne, son cancer, que effectivement, quand on me voyait arriver, il y avait des égards qui n'étaient pas forcément les mêmes. Je ne dis pas qu'on maltraite les autres, mais je dis simplement que il n'est pas normal que dans la République, il n'y ait pas égalité de traitement. C'est tout ce que je dis. Je le dénonce. Merci Michel Onfray. Désolé pour ce grand oral des GG un peu écourté. Merci de passer nous voir. Michel Onfray, Le deuil de la mélancolie aux éditions Robert Laffont. On se retrouve demain entre 9h et midi. Maxime Liédo, Jacques Maillot, Marianne Soubré et à 11h le publicitaire Jacques Séguéla sera avec nous dans le grand oral. Passez une bonne journée et à demain 9h. RMC jusqu'à midi.